France Culture. Avoir raison avec Jean Giono, Marceau Vassy. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver toute cette semaine pour une série d'Avoir raison avec consacrée à l'écrivain Jean Giono. Deuxième épisode d'aujourd'hui, l'éloge du monde paysan. Nous avons parlé hier du rapport singulier qu'entretenait Jean Giono avec la nature. Pour compléter cette analyse, nous allons nous pencher à présent sur la figure du paysan, très présente dans la première partie de l'œuvre de Jean Giono, et qui représente pour lui l'harmonie parfaite entre l'être humain et le monde vivant. Un mode de vie paysan qui l'oppose à celui des grandes villes et à la modernité, qui avec ses machines et ses masses pollue l'essence de l'homme. Cet éloge et cette critique, Jean Giono les distille dans ses romans Regain ou dans Que ma joie demeure, mais aussi dans ses essais comme Les vraies richesses, Lettres aux paysans ou encore Le poids du ciel. C'est donc un Jean Giono double qui va nous intéresser dans cet épisode, à la fois romanesque et politique, même si ce mot le révulsait, et dont l'appel à un retour à la terre trouve un écho certain avec les préoccupations de notre temps. Eh bien, les paysans, ça, vous savez, on est obligé d'en parler très rapidement, car c'est un grave problème. C'est peut-être le problème le plus important pour la civilisation future. La terre continue, vous savez, elle continue à se bien porter. Elle est très indifférente à nos soucis, et de ce fait, les paysans sont de plus en plus différents du monde des villes. Et j'ai l'impression qu'ils s'en éloignent de plus en plus. C'est là que devra sans doute s'employer l'effort qu'il faudra faire pour faire la civilisation. Et il faut le faire d'une façon passionnée et lyrique, car le paysan est plus sensible à la passion et au lyrisme qu'à la logique. Ça semble un paradoxe, mais croyez-moi, ça n'en est pas un. Bonjour Denis Labouret. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne, spécialiste de littérature française des XXe et XXIe siècles, spécialiste aussi de Romain Gary, Pierre Michon et de Jean Giono, bien évidemment, à propos duquel vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont notamment Jean Giono, Au-delà du roman, paru en 2016 aux presses de l'Université Paris-Sorbonne. Bonjour Romain de Bec-de-Lièvre. Bonjour. Vous êtes producteur à France Culture, dramaturge pour la compagnie Manger le Soleil. Vous avez adapté au théâtre avec Clara Edouin le roman Que ma joie demeure, ainsi que la nouvelle Prélude de Pan de Jean Giono, c'était en 2023. Nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure. Pour commencer cette émission, j'aimerais vous faire réagir tous les deux à cette archive que l'on vient d'entendre. C'était en 1942. Jean Giono était au micro d'Ici Paris. Qu'est-ce que ces mots évoquent pour vous, Denis Labouret ? Ce qui est intéressant, c'est que ça fait la jonction entre l'aspect politique et l'aspect romanesque dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire que parler du monde paysan, célébrer le monde paysan, c'est le faire de façon lyrique, comme il le dit dans cet entretien. C'est le faire avec passion, parce que les paysans sont sensibles à ce langage lyrique, à ce langage de la passion. Donc on verra qu'il y a deux aspects certainement qui parfois se contredisent entre le poète des romans et le penseur des essais, entre 1935 et 1940 en gros, mais on a toujours cette union malgré tout, dans une poétique du politique, si l'on peut dire, à propos de la figure du paysan qui occupe une place majeure dans la civilisation. Et vous, Romain de Bec-de-Lièvre ? Oui, c'est étonnant, c'est émouvant de l'entendre d'ailleurs. Il y a ce lien à la terre aussi, ce mot de terre qui arrive et qui, à un moment, c'est dans Les vraies richesses, il compare le paysan à un arbre, justement par son lien à la terre. Et c'est vraiment très très fort chez lui. Alors ce qui est intéressant, c'est que biographiquement, Giono n'est pas issu du monde paysan, il est issu de la ville, une famille d'artisans, de Manosque. Mais il va beaucoup insister, pendant tous ces écrits-là, sur le fait qu'il vit avec eux. Il a cette position-là un peu, on a l'impression, c'est je vis parmi vous, je suis parmi vous, je suis avec vous. Et c'est en ça aussi qu'il va les investir, oui, justement, comme vous disiez, d'une force politique à la fois et littéraire surtout. On l'a entendu, dans cette archive, Jean Giono distingue bien le monde de la ville et le monde des paysans. Est-ce que, Denis Labouret, vous pourriez un peu nous dire qu'est-ce qu'il reproche à la ville, Jean Giono ? La ville, c'est le condensé de la modernité, dans ce cas-là de plus déshumanisant pour Giono. Donc les hommes, les femmes, les êtres de la ville perdent leur nature, ils sont dénaturés, ils perdent le contact avec la terre parce qu'ils marchent sur des pavés ou sur l'asphalte. Il le montre très bien au début des vraies richesses, quand il évoque un de ses voyages à Paris. Il allait quand même à Paris de temps en temps, rue du Dragon. Et l'image du dragon, d'ailleurs, évoque la dimension monstrueuse de la ville, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Mais il part déjà de la ville dans un texte de Solitude de la pitié qui s'intitule « Destruction de Paris », où il imagine des lianes qui détruisent l'obélisque, qui tordent la tour Eiffel. Il imagine des sangliers qui sortent des cavernes du métro. Donc il y a toute une représentation poétique de la ville pour en dénoncer l'horreur. Mais l'horreur, c'est du fait de cette coupure avec le monde vivant, de cette coupure avec le monde de l'individu. Alors que le paysan, lui, est un individu libre, l'homme de la ville est aliéné. Et au fond, il est plus solitaire dans la foule de la ville que ne l'est le paysan. L'individu paysan peut vivre en communauté avec les autres sur un pied d'égalité. L'homme de la ville qui se croit
dans une communauté, dans une collectivité. En réalité, il est perdu dans sa solitude, il est aliéné. Donc pour le Giono des années 20, des années 30, la ville, c'est en effet l'ennemi. Il le montre dans le texte que j'ai évoqué de Solitude et de la pitié, il le montre au début des vraies richesses. Il le montrait aussi, mais ça apparaît moins parce que le projet n'a pas vu le jour, dans un projet romanesque qui s'appelait Les Fêtes de la Mort, développé entre 1936 et 1938, où il imaginait une marche des paysans contre les villes et contre Paris. Une révolte paysanne sur Paris. Dans Les Vraies Richesses, il en reste cette image formidable de la forêt en marche qui descend sur les villes. Une image shakespearienne de la forêt qui investit les villes et qui les détruit, avec cet appel à la destruction des villes. Donc ça prend parfois une tournure apocalyptique, mais avec, là encore, une analyse qui est quand même politique et économique sur l'extension des villes au XXe siècle. Oui, c'est assez drôle de relire ces textes de Giono sur la ville maintenant, parce qu'il en fait une description très très précise sur les habitats notamment, les immeubles, comment ils sont construits, un univers où tous les matériaux, il insiste beaucoup aussi sur les matériaux, et c'est assez drôle de relire ça aujourd'hui. On peut avoir l'impression qu'il nous fait la morale un peu, et c'est aussi drôle de voir cette critique de la ville adressée de sa part, mais c'est vraiment cette chose-là, quoi. Dans quelque chose d'un détail très concret, notamment aussi sur les savoir-faire. À un moment, il dit qui est capable d'allumer un feu encore, qui a ce savoir-là, et donc c'est vraiment ce mot-là, c'est la coupure, quoi. Et il est traversé par cette chose-là, et c'est en ça qu'il va faire justement du paysan le contre-modèle absolu de cet univers moderne-là, infernal. Il est vrai qu'il y a un côté un petit peu moralisateur quand il dit à l'homme de la ville, suis-moi, viens, je vais te faire redécouvrir les vraies richesses. Tu vas boire du vin de mes vignes, tu vas manger du pain de mes champs de blé, tu vas voir ce que c'est que la vraie vie et les vraies richesses. Donc de ce point de vue-là, dans les vraies richesses, il y a en effet un côté moralisateur. Mais cette ville investie par la nature et par les animaux, on y pensait en 2020, au moment du confinement, quand les animaux revenaient dans les villes et que les avenues étaient désertes, il y avait quelque chose de gionien et d'apocalyptique. Vous l'avez dit au début d'émission, Romain de Becbelev, Jean Giono n'est lui-même pas paysan, il habite à Manosque. À l'époque, c'est une petite ville des Alpes de Haute-Provence. Ce n'est pas un village, ce n'est pas un hameau, c'est donc une ville. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là-dedans avec cette critique que fait Jean Giono de la ville, lui-même, finalement, est en quelque sorte un citadin, même si c'est un citadin d'une petite ville? Alors ça, comment il s'en sort, Giono, avec cette histoire? Je pense qu'il s'en sort avec la figure du promeneur. Les textes dont on parle là, Les Vraies Richesses, à chaque fois, il y a des départs en promenade. Il dit à un moment, quittez la ville et venez avec nous. Donc je pense qu'il a cette posture mobile-là, qui lui permet donc d'aller voir les paysans et de partir à leur rencontre. Mais c'est vrai que, oui, il y a une contradiction de base, c'est que il est extérieur de par son travail. Après que Major demeure notamment, il va avoir une expérience un peu importante qui est celle du Contadour. Sur le Contadour, il va monter sur une colline près de la montagne de Lure et vivre là une vie en communauté proche des paysans qui raconte justement au début Les Vraies Richesses. Et là, on va avoir une espèce de moment un peu idéal et peut-être idéalisé de la part de Giono de mode de vie paysan. Je crois qu'il y a une continuité quand même entre le milieu artisanal où il a vu le jour et le milieu paysan. Le Manosque de son enfance, c'est Manosque des plateaux. C'est la ville ouverte sur les plateaux, sur Valençol d'un côté, sur la montagne de Lure pas très loin. C'est la ville traversée par les troupeaux de moutons. C'est la petite ville à la campagne. C'est la ville qui est immergée dans le monde naturel. Il n'a pas très loin à aller pour aller dans les champs et assister aux moissons. Donc je pense qu'il y a une continuité et que quand il parle de la civilisation paysanne, ça inclut et l'artisan et le berger et le conteur populaire, donc le poète, donc l'artiste, celui qui est capable de mettre en mots, de mettre en musique la culture paysanne. Il y a une continuité, me semble-t-il, entre le monde paysan tel qu'il l'entend et le monde des artisans qui touchent les choses, qui, avec leurs gestes, fabriquent les produits, et le monde de l'artiste qui, avec sa plume, fait le même geste que le laboureur qui passe la charrue, et qui crée aussi le monde à sa façon. Tous contribuent à construire un monde à mesure humaine, en opposition à la civilisation technicienne des villes. Oui, c'est ça, c'est vraiment le barde. Et d'ailleurs, quand on va à Manosque, aujourd'hui, dans cette région-là, actuellement, dont on s'y était rendu au début du projet théâtral d'adaptation de Que ma joie demeure, et des tas de gens vous parlent de Giono, ils ont leur Giono préféré, leur roman préféré. On a vraiment l'impression qu'il a encore aujourd'hui cette figure de barde local. Il est ancré dans la population, oui, dans la culture locale. On l'a donc dit, Denis Labouré, Jean Giono reproche à la ville d'éloigner l'être humain de la nature et des vraies richesses. Il dit d'ailleurs dans son essai éponyme qu'il faut que le citadin se révolte pour retrouver son ancienne condition, celle de paysan. Qu'est-ce que le paysan représente pour lui? Alors, il représente l'individu libre, celui qui ne se soumet à aucune autre grandeur que la grandeur naturelle, que la grandeur du monde. Il est le dernier possédant du sens de la grandeur, écrit Giono. Il est aussi l'homme premier, écrit-il dans soit Les Vraies Richesses, soit la lettre aux paysans. Donc il a une forme de pureté qui tient à cette place intermédiaire entre l'humanité et le monde vivant, ce qu'a perdu de vue le reste de l'humanité.
C'est ce qu'il écrit aussi dans la lettre aux paysans de 1938, quand il dit que les paysans ne constituent pas une classe sociale, mais une catégorie de la zoologie, une espèce animale. On est en dehors du social. Le paysan est celui qui préserve l'humanité en dehors du social. Est-ce qu'il incarne aussi, ce paysan, peut-être Romain de Becquelièvre, une forme de fusion parfaite d'un juste équilibre entre l'homme et la nature ? Oui, il incarne ça. Il prend beaucoup d'images. Oui, il y a l'arbre, il y a le fait que le champ aussi comme figure autonome, le champ du paysan, et comme principe d'autonomie. Je pense que le paysan aussi, avant tout pour Giono, c'est un réservoir à personnages pour la plupart de ses romans, et notamment singulièrement dans Que ma joie demeure. Alors, ce qui est intéressant dans Que ma joie demeure, c'est qu'au début, les paysans sont un peu déprimés. Campent justement des paysans qui ne sont pas dans ce statut d'unité-là. Et c'est tout l'enjeu romanesque d'avoir un personnage d'acrobate qui s'appelle Bobby et qui va venir ramener ce que Giono appelle la joie, qui n'est pas la joie telle qu'on l'entend de manière simple et évidente aujourd'hui. Mais le paysan, oui, c'est beaucoup ça. C'est aussi un personnage qui va lui permettre de sentir, de voir et de circuler à l'intérieur du monde naturel. Le monde paysan, c'est aussi chez Jean Giono on vient de le dire, une harmonie avec les éléments, mais aussi une harmonie sociale, en quelque sorte, Romain de Becquelièvre. Oui, il y a cette idée aussi de la communauté qui est très forte, puisque en tout cas dans Que ma joie demeure, il y a une communauté qui se crée, puisque c'est donc un plateau avec des gens qui sont éloignés les uns des autres et qui vont tous se retrouver, et on a les prémices de quelque chose qui ressemble à une forme de communisme agraire, puisque à la fin du roman, les personnages vont travailler en commun le blé et avoir le projet de le partager. Et ça, la question du blé, elle est fondamentale chez Giono, notamment dans son rapport avec l'argent. C'est quelque chose qui revient en permanence. Il y a une scène où Bobby dit au personnage de Jourdan tu as du blé, tu es riche. Ce qui sonne de manière drôle aujourd'hui. Mais l'idée, c'est que le fait d'échanger du blé contre de l'argent paraît à Giono une absurdité. Et c'est une scène qu'on va retrouver à la fois dans Que ma joie demeure, dans la lettre aux paysans et dans Les vraies richesses. Cette réflexion-là sur pourquoi échanger son blé contre des bouts de papier, ce que Giono appelle des morceaux de papier. Et donc on va avoir cette critique de l'argent. Et par rapport à ça, l'idée du blé comme nourriture et fonction vitale, et que Bobby va se proposer, lui, de réinvestir justement comme blé pur et simple, quoi. Alors, il est vrai que dans Comme ma joie demeure, on commence avec le monde paysan, mais Bobby, lui, n'est pas paysan. C'est le poète, justement, qui ouvre les yeux des paysans. Au début, ils sont frappés par l'ennui, ce qui sera un grand thème de Giono par la suite, notamment dans Un roi sans divertissement. Les paysans Jourdan s'ennuient. On reprend, le roman commence un petit peu, finalement, à la fin de Regain. À la fin de Regain, Panthurle devient paysan. Il sème le blé, il le récolte. Tout va très bien à la fin de Regain. L'homme est debout dans son humanité, il est l'homme exemplaire. Au début de Que ma joie demeure, ce n'est pas si simple, parce qu'on s'aperçoit que le paysan, pris dans les travaux et les jours au quotidien, il s'ennuie. Et ce n'est pas ça qui fait l'essence de la vie. Et c'est Bobby qui éclaire les paysans sur une autre dimension de la vie rurale, de la vie agricole, qui n'est pas purement économique, mais esthétique. Avec cette formule du début, Orion, fleur de carotte, qui relie la constellation Orion et le végétal. Un Bobby en poète, par la métaphore, ouvre les yeux des paysans sur une autre dimension du monde et leur apprend la gratuité. Elle leur apprend la passion de l'inutile. La jeunesse, c'est la passion de l'inutile. Ce à quoi les paysans étaient complètement aveugles. Donc il faut un poète qui vient de l'extérieur, un peu comme Giono, qui est aussi extérieur au monde paysan, pour, en compagnie des paysans, à leur côté, leur ouvrir les yeux. Mais l'expérience communautaire, elle échoue d'une certaine façon à la fin du roman, puisque le désir individuel se heurte toujours au projet collectif. À la fin, Bobby s'aperçoit que ses propres désirs, son amour pour deux femmes différentes, conduit au suicide de l'une, et qu'il part sur un plateau lui-même avec des pensées suicidaires qu'il finit foudroyé. Pardon de révéler la fin du roman aux auditeurs. Aujourd'hui, il paraît qu'il ne faut pas le faire. Mais enfin, je révèle que Bobby, à la fin du roman, est foudroyé sur le plateau. Donc ça tourne quand même assez mal. Et d'autre part, la dimension communautaire, elle est discutée dans le roman, dans la rencontre avec le fermier communiste au chapitre 12, je crois. Il y a un fermier qui n'est pas nommé, qui apporte la contradiction à Bobby. On voit deux points de vue être échangés sur la question de la possibilité de faire une communauté paysanne qui partage les richesses et qui se développe quand même. Le fermier communiste est partisan d'une certaine modernité, de techniques nouvelles, ce à quoi Bobby résiste. Donc Comme ma joie demeure est intéressant parce que c'est un roman vraiment dialogique, complexe, bien plus que les essais. Dans les essais, Giono est un petit peu dogmatique, un petit peu didactique. Dans les romans, on voit qu'il y a des contradictions, une réflexion qui passe par le dialogue et qui pose des questions. Et c'est à l'homme de faire son compte, à l'individu, au lecteur, de faire son compte, pour reprendre l'expression de Giono. Mais le paysan n'est pas forcément le héros. Là, il se trouve que le héros n'est pas le paysan. Ce n'est plus Panthurle comme dans Regain. Jourdan laisse la place à Bobby, en quelque sorte.
C'est vraiment ça, il y a quelque chose de l'ordre de l'idéalisation du paysan qui a lieu dans les écrits théoriques, entre guillemets, de Giono, même si ce mot théorique est un peu compliqué, parce qu'il y a énormément de poèmes, il y a un flux de langues et de paroles qui nous emportent. Donc il l'idéalise dans ces textes-là, et dans ses romans, pas du tout. C'est ça qui est très intéressant. Il dialectise beaucoup la figure. Je pense que par rapport aux romans pastoraux qui pouvaient être écrits à l'époque, Giono se démarque notamment par justement ce travail des contradictions, de la joie, de l'individuel et du collectif, de l'émotion et du raisonnement. Enfin, c'est vraiment des figures complexes et romanesque passionnante. Pour comprendre cette obsession justement qu'a Jean Giono du monde paysan, il faut peut-être aussi revenir sur le contexte agricole de l'époque, dans les années 20, dans les années 30. Denis Labouré, est-ce que vous pouvez un peu expliquer qu'est-ce qui se joue en termes de transition dans le monde agricole à cette époque ? Alors moi je suis un littéraire bien plus qu'un historien, je ne suis pas un sociologue, mais la paysannerie française subit un exode rural massif depuis la fin du XIXe siècle déjà, c'est l'essor des villes avec le développement de l'industrie. Donc il est vrai que ces effets-là sont peut-être moins ressentis en Haute-Provence. À l'époque, les Basses-Alpes, le département de Giono, quand il y vit, ça s'appelle les Basses-Alpes, il est un Basalpin. Et on a là peut-être les derniers lieux de cellules quasi-autarciques, assez protégées, qui sont à l'écart des grandes plaines comme celle de la Beauce, où l'industrie agricole se met en place à grande échelle, avec une recherche de la productivité, une recherche du profit, et une dépendance vis-à-vis des cours de la bourse. Ce à quoi Giono va être très sensible dans ses textes, un petit peu théoriques quand même. Parce qu'il faut bien savoir que dans les années 35-36, il a été proche des communistes, en 34, il a lu Marx, il a lu Lénine, il a lu Engels, il a lu Trotsky. Il se fait son idée sur l'argent et la façon dont l'argent corrompt. Comme vous l'avez dit, l'argent corrompt le système de production et d'échange. Donc il a une analyse qui est aussi très fine dans la lettre aux paysans sur ces mécanismes du profit, qui vient de cette réflexion sur les textes marxistes. Mais ce qui l'oppose radicalement au marxisme, c'est que pour lui, c'est le paysan, de fait, qui va être le fer de lance d'une révolution possible pour rétablir la paix et la justice et une civilisation digne de ce nom, et non pas l'ouvrier. Tout vient de la guerre, d'ailleurs, si on fait le lien avec l'émission à venir, l'émission de demain, tout vient de la guerre parce que, au fond, pour Giono, c'est le paysan qui est la principale victime de la guerre. En 14-18, c'est le paysan qui était la chair à canon. Les ouvriers ont dû parfois rester dans les villes pour produire des machines. Le paysan est la véritable victime. Donc le paysan est vraiment celui qui peut s'opposer à la guerre, qui peut s'opposer au fascisme. Giono a une expression quand il dit que les paysans sont vraiment les plus individualistes qu'ils soient. On ne peut pas en faire un faisceau. Et il prend le mot fascisme au pied de la lettre. Et le paysan est la figure d'un modèle économique et social à la fois proche du marxisme et anti-marxiste, parce que ça prend le contre-pied de l'ouvrier et ça prend le contre-pied du collectivisme marxiste. Giono est très, très lucide juste avant la guerre sur les méfaits du stalinisme et sur la parenté entre le stalinisme, le nazisme et le fascisme. France Culture, avoir raison avec Jean Giono, Marceau Vassy. Il faut d'abord dire que nous sommes des paysans pauvres. Nous n'avons pas des champs immenses. Nous ne sommes pas venus à cette conception moderne de la spécialisation. Nous n'avons pas des spécialités de plantes, rien que des vignes, rien que du blé, rien que des pommes de terre. Non, nous cultivons un peu de tout. Nous sommes, nous, des hommes qui tirons toute notre vie de notre terre. Et ainsi nous pouvons dire que nous sommes comme des arbres, plus spirituels si l'on veut, mais de même nature. Il nous arrive quelquefois de planter des plantes inutiles, de consacrer la matinée du dimanche à arranger le cyprès qui est devant notre maison. Parfois, nous tressons avec de l'osier sec de petits bols de vannerie que nous plaçons dans le feuillage noir de nos haies de thuya pour y servir de nid à fauvettes. Nous élevons et nous nourrissons des colombes blanches qui ne sont pas bonnes à manger. Ainsi nous exprimons les secrets esprits de nos champs. Ils nous donnent la nourriture, mais nous les représentons dans la spiritualité du monde. C'était un passage des vraies richesses, écrit par Jean Giono en 1936 et lu ici par Nicolas Berger. Ce qui est intéressant dans ce passage, Romain de Bec-de-Lièvre, et c'est sans doute un élément très important pour Giono, c'est que être paysan, ce n'est pas juste travailler la terre. C'est aussi un rapport au monde.
Oui, complètement. Et c'est complètement ce qu'on entend. Et c'est aussi ce rapport à l'inutile. Il n'en fait pas une unité productive, rationnelle, qui se contenterait de produire de la nourriture, de nourrir le monde, comme diront les syndicats agricoles après lui. Non, on entend ce culte de l'inutile, ce culte des fleurs. Le personnage de Jourdan, dans Comme un jeu demeure, à un moment plante des fleurs, des narcisses. Et il découvre ça. Il découvre le principe de l'inutile. Et aussi, justement, parce que Bobby leur rappelle qu'ils ont un peu, je le cite, employé un peu trop la terre de borne à borne. C'est-à-dire d'être uniquement dans un travail, justement, productif. Il a cette vision complète, c'est presque une vision intégrale en fait, comme s'il le passait sur un spectrogramme, et au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des textes, il creuse cette figure-là, il la complexifie, et il la développe jusqu'à l'abandonner un peu dans les années qui suivent. Mais c'est intéressant, il y a ce moment dans les années en gros de 35 à 38 où Giono pense vraiment à une révolution paysanne à l'échelle mondiale. Et c'est très très impressionnant de redécouvrir ça maintenant. Moi je l'ai découvert, j'ignorais totalement. Il pense vraiment, et c'est une représentation de la masse aussi. Vous parliez de la forêt tout à l'heure qui marche, il représente les paysans comme une masse. Le personnage du fermier dans Comme un jeu demeure dit « il faut penser aux millions de bras que nous sommes, une force ». Quoi. Il a cette image-là, cet imaginaire des masses qui est complètement un imaginaire 20e siècle entre deux guerres, et très moderne, et il se dit que voilà, la masse paysanne va déferler. Et le constat tragique, comme le foudroiement de Bobby à la fin du roman, c'est que cette révolution va très largement échouer et la paysannerie va être récupérée après par Pétain dans les années de guerre. Oui, il y a plusieurs rêveries coexistantes à l'époque. Il y a une rêverie de la révolte, en effet, la descente sur les villes, la destruction. Il y a aussi la rêverie de la fuite, du repli, de l'idylle, l'apocalypse ou l'idylle. Et il y a une grande importance accordée à l'idée de mesure. Le monde paysan, c'est le monde de la mesure, opposé à la démesure de la modernité. Donc dans cette mesure, il y a la capacité à semer des narcisses, en effet, à donner du blé gratuitement aux oiseaux. Et il y a aussi l'héritage du monde gréco-latin. Ce qui est très important, c'est que le paysan, selon Giono, c'est pas simplement le paysan basalpin, son compatriote au XXe siècle, c'est le paysan d'Homère, d'Hésiode, de Virgile, de Théocrite, des bucoliques de l'Antiquité. Giono a commencé dans les années 20, à écrire des poèmes qui étaient inspirés des poèmes de l'Antiquité. Et il a une vision très littéraire et très poétique de l'agriculture, que l'on voit par exemple dans Jean le Bleu, quand il dit qu'il lut l'Iliade, je lus l'Iliade au milieu des blés mûrs. Les moissons, le paysage des moissons coïncide avec la découverte d'Homère et de l'Iliade. Il a des images de combat entre les Troyens et les Grecs qui se superposent aux images de la faux dans les champs pour la moisson. C'est prodigieux. Donc c'est Homère, Hésiode, les Grecs et les Latins qui façonnent le paysan selon Giono. C'est un paysan d'Antiquité aussi. Alors, il y a malgré tout cette analyse marxiste et cette analyse de la modernité, mais il faut bien voir quel est le fond culturel sur lequel s'appuie Giono. Justement, comment cette défense du monde paysan a été reçue à l'époque de Denis Labouré ? Ça peut être à la fois être lu comme quelque chose de très moderne, et en même temps cela peut paraître aussi un peu réactionnaire. Alors certainement dans les deux sens, dès cette époque-là. Dans les années 35, 36, 37, Comme un jeu demeure, les vraies richesses coïncident avec le Front populaire, avec le mouvement des auberges de jeunesse, avec un pacifisme assez répandu dans la jeunesse. Il y a un succès extraordinaire de ces livres de Giono dans la jeunesse, avant que la montée des périls se précise et avant l'année 38, où à ce moment-là, les essais pacifistes de Giono sont beaucoup moins bien reçus. La lettre aux paysans, c'est plutôt mal reçu parce qu'on comprend que c'est en décalage, en porte-à-faux par rapport à l'époque. Mais peu de temps auparavant, en 35, 36, 37, Giono était tout à fait en accord avec son époque. Et avec le recul, on s'aperçoit qu'il annonce toute une réflexion sur la décroissance ou sur l'écologie qui commence après mai 68 et dans les années 70. Il préfigure l'écologie politique au sens de René Dumont. Certains textes de René Dumont sur l'inégalité de la répartition, parce que c'était d'abord un agronome, dans l'agriculture mondiale, on les voit déjà dans les vraies richesses quand il parle du paysan de l'Illinois ou du paysan ukrainien, et du cours du blé qui dépend de la production d'un bout à l'autre de la planète. Il y a déjà cette vision mondialisée, au fond, de l'agriculture qui annonce des réflexions contemporaines. Mais comme souvent, les grands écrivains sont un peu anachroniques, sont un peu des mécontemporains, comme Péguy le disait de lui-même, comme Charles Péguy le disait de lui-même. Et Giono est ce mécontemporain qui à la fois semble réactionnaire et préfigure notre temps. Lui-même dit, on m'accuse de vouloir revenir en arrière, mais dénoncer la lèpre qui nous ronge, c'est revenir à la santé et pas dans le passé. Justement, Romain de Becdelev, sans faire d'anachronisme, est-ce qu'on peut quand même lire aujourd'hui certains livres de Jean Giono, donc comme Les vraies richesses, comme La lettre au monde paysan, comme aussi un récit, un appel à la décroissance ? Oui, les échos sont assez forts, notamment la tentation du repli que vous avez évoqué, ça peut évoquer tout le travail politique autour des ZAD, il y a eu pas mal je pense dans les Alpes de Haute-Provence, à l'Immense,
une association dont le nom m'échappe, qui vit en autarcie et qui ont été fondées par des anciens du Contadour qui étaient avec Giono. Donc il y a vraiment une continuité. Le programme de la Confédération paysanne aussi peut être assez proche des idées qui sont développées dans les essais de Giono. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, avec la forme théâtrale qu'on fait, c'est qu'on fait des entretiens documentaires avec des paysans d'aujourd'hui. Et pour le confronter justement au récit de Que ma joie demeure, et les rapports sont troublants, notamment la maladie de la terre qui décrit au tout début de Que ma joie demeure, les paysans la vivent vraiment. Il y a un suicide de paysans au tout début, qui est une des plaies aujourd'hui du monde agricole. Donc cette chose-là est reçue de manière très frontale. Ce qui est intéressant, ce sont tous les décalages aussi que ça engendre. La scène avec le communiste dont vous avez parlé tout à l'heure, le communiste rêve à un moment, il voit des champs immenses, à perte de vue, où les sillons s'arrêteraient jamais, il y aura des vergers partout, on créera des OGM, il y a presque quelque chose qui ressemble à des OGM, il appelle ça des hybrides, c'est-à-dire des semences qui résisteront à tout, au froid, au gel, au chaud. Et ce rêve-là, qui à l'époque était un rêve communiste, aujourd'hui est entendu comme un rêve de l'agro-industrie. C'est intéressant de voir comment aussi les lignes se déplacent, comment les choses ont bougé depuis Giono, il y a des lignes de force qui restent, et d'autres qui se sont déplacées, mais ça reste toujours intéressant. Ce monde paysan, il apparaît presque comme une forme d'état de nature, comme si c'était une forme de condition ancestrale de l'être humain. Mais est-ce qu'il n'y a pas parfois un peu une forme de fantasme dans le regard que peut avoir Jean Giono sur ce monde paysan, Denis Labouret? Oui, parce que Giono est d'abord un poète et un écrivain. Et donc, quand il parle dans Le Poids du ciel de l'archange animal, l'homme pur, on a du mal à voir un archange animal dans le paysan qu'on rencontre près de Banon ou près de Fort-Calquier. Donc il est évident que dans cette transfiguration mythique que Giono revendique d'ailleurs, il dit « On me reproche de présenter des personnages avec des ailes, avec des griffes, comme des monstres et comme des personnages fantastiques. » Mais il dit « Il faut le dire parce que c'est aussi par cet excès, par cette hyperbole, par cette transfiguration qu'on peut éveiller des consciences, qu'on peut faire ouvrir les yeux. » Donc c'est son travail de poète. Donc oui, il y a une part de fantasme. Quand il imagine les sangliers qui sortent du métro à Paris, ou quand il imagine une forêt en marche à la suite de Shakespeare dans Macbeth, on est dans la dimension du fantasme et du fantastique. Oui, il le revendique, et c'est ce qui fait que, heureusement, il reste un poète jusque dans les vraies richesses, jusque dans Le Poids du ciel. Peut-être moins dans la lettre aux paysans, où il se veut didactique en s'adressant justement au monde paysan. Il croit qu'à ce moment-là, il doit mettre un petit peu entre parenthèses son talent de poète, ce qui est peut-être regrettable. Alors qu'au fond, Que ma joie demeure, les grands romans ont touché des lecteurs du monde paysan. Oui, c'est-à-dire qu'il y a ce Giono romanesque qui va distiller ses idées de manière, on va dire, assez nuancée, comme vous l'avez dit, de manière finalement beaucoup moins explicite. Et puis le Giono quand même des essais qui va être parfois beaucoup plus frontal et puis beaucoup plus politique. Il va quand même être dans une forme de presque didactique, dans une forme de programme de cette révolution qu'il voudrait mener avec les paysans. Oui. Mais les textes vraiment didactiques, la lettre aux paysans est le plus caractéristique peut-être. Mais sinon, il y a toujours une dimension qui est à la fois polémique et utopique. Et dans les deux cas, c'est une façon de redécrire la réalité à un autre niveau. Et si on suit un peu les analyses de Paul Ricoeur sur l'utopie, par exemple, l'utopie n'est pas une fuite du réel, mais une façon de décaler, de penser le réel et d'ouvrir l'imagination. Donc je crois qu'il y a toujours cette dimension qui transcende le simple dogmatisme ou le simple didactisme de Giono. À part peut-être la lettre aux paysans, qu'il serait difficile de monter au théâtre, je pense, n'est-ce pas, Romain? Oui, je pense. Je pense que, comme je demeure, oui, même les vraies richesses, il y a une dimension théâtrale, tragique, dramatique. Oui, mais c'est ça que j'allais dire aussi, ce qui est très beau, c'est l'écriture. Un texte comme Les vraies richesses, il est extraordinairement étonnant. C'est-à-dire, le point de départ, c'est la ville, je caricature à l'excès, la ville c'est l'enfer, la campagne c'est le paradis, donc c'est une littérature d'idées si on veut, puis il va intégrer une promenade au début, un récit de Paris, un commentaire de tableau. Et de tableau, Giovanni di Paolo, on fuit la ville comme Saint Jean-Baptiste fuit la ville pour aller au désert. Voilà. Le modèle de la fuite de la ville du retour à la terre, c'est Saint Jean-Baptiste de Giovanni di Paolo, dans Les vraies richesses. Donc c'est un Giono d'une grande culture qui nous parle. Oui, aussi. Et qui formellement nous emmène, il y a vraiment une forme de la promenade et il faut le suivre. Et dans des formes qui sont très très étonnantes. Et là, pour le coup, moi je trouve extrêmement moderne. Il y a un dialogue entre Antigone et son père à un moment, Oedipe. Il y a une liberté formelle aussi dans ces textes-là, qui sont censés être des essais, qui font que ça n'en fait pas ni un dogmatique, mais il reste poète à plein. Il reste barde tout le temps. Et je trouve ça fort quand le barde se colore de politique. Après, ce qui est intéressant, c'est que à la fin de sa vie, dans les entretiens qu'il a donnés dans les années 50, il va renier complètement cette posture politique et cet engagement-là pour la révolution paysanne. Ouais. Merci à tous les deux, Denis Labouret et Romain Debec-Delièvre, d'être venus dans cette émission. C'était le deuxième épisode d'Avoir raison avec Jean Giono, une émission réalisée avec Vanessa Nadjar et à la prise de son Clara Galivelle. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres de la série sur le site de France Culture ainsi que sur l'application Radio France. Dans le prochain épisode, il sera question de l'engagement pacifiste chez Jean Giono. À demain.